Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo extrait d'horreur. Embarquons dans notre monde terrifiant. Dans cette première histoire, on va suivre le récit de Loïc. Loïc avait terminé ses études, il était dans une mauvaise passe. En fait, il avait des problèmes financiers et du coup, son gardien d'appartement a décidé de le virer. Pendant plusieurs mois, Loïc a vécu dans sa voiture et à un moment, il a rencontré des personnes qui étaient accros au heavy metal. Au bout d'un certain moment à les côtoyer, ils deviennent amis et ces personnes lui proposent d'emménager chez eux. Après réflexion, il se dit qu'il aurait peut-être mieux fait de rester dans sa voiture. Deux de ses colocataires étaient frères. Ils s'appelaient Andrew et Seth. Ils étaient dans un groupe de musique qui croyait en certaines légendes occultes. Ça donne le ton. Loïc, lui, il a jamais trop cru dans ce genre de choses, mais il se disait que chacun pouvait croire à ce qu'il voulait, donc ça le dérangeait pas. Il a vécu chez eux pendant plusieurs mois sans payer aucun loyer, et les deux frères invitaient des amis qui faisaient partie du même groupe de musique et ils avaient été à l'école avec eux. Ces amis restaient là souvent pendant des semaines, et Loïc ne voyait aucun problème à tout ça. Le plus jeune des deux frères du groupe d'amis s'appelait Marc et c'était quelqu'un de vraiment très poli, vraiment très sympathique. Son frère, Adam, avait apparemment une liste longue comme le bras de problèmes mentaux. Apparemment, ce serait dû à de mauvaises expériences avec la drogue. Ces problèmes mentaux faisaient qu'il avait une sorte d'addiction aux croyances occultes. Il a d'ailleurs fait un petit séjour en prison pour avoir agressé une femme avec une Bible. Il avait pour habitude de dire aux personnes qu'il rencontrait qu'ils pouvaient voir la manière dont ils allaient mourir en les regardant dans les yeux. Un personnage des plus charmants, n'est-ce pas? Une fois, il a dit à Loïc que son âme était possédée par un démon et qu'il devait se laver de ses péchés. C'est le genre de choses qu'on aime entendre. Tout le monde dans la maison savait que Adam avait ses problèmes mentaux et vu que c'était leur ami, ils décidaient quand même de rester avec lui et de le soutenir. Le pouvoir de l'amitié. Dans les moments difficiles, il lui donnait un endroit où dormir, tout simplement. Sinon, Adam se retrouverait forcément dans la rue où il pourrait faire du mal à d'autres personnes. Après qu'Adam ait dit à Loïc qu'il était possédé par un démon, Loïc forcément il reste ses gardes vis-à-vis d'Adam. Et moi je le comprends totalement. Un jour, Loïc dormait, il est réveillé par la sonnerie de son téléphone et c'est son patron qui l'appelait pour lui demander de venir travailler plus tôt. Loïc, n'ayant rien de prévu, il décide de dire ok à son patron. Au moment de partir, il jette un coup d'œil dans la pièce samif principale et il voit Marc et Andrew, ses colocataires, qui étaient assis sur le canapé, et Adam, lui, était assis par terre en train de regarder la TV, il regardait des vidéos YouTube d'écriture. Loïc a supposé qu'il était dans un bad mood. Loïc leur dit qu'il s'en va et qu'il va travailler. Loïc avait presque terminé sa journée de travail au moment où le téléphone du magasin sonne. Son patron a répondu, et au bout de quelques secondes, il tend le téléphone à Loïc et dit que c'est pour lui. Loïc était juste caissier, donc il supposait que c'était juste un de ses amis qui n'avait pas réussi à la joindre, qui voulait lui dire quelque chose. Mais non, c'était un inspecteur de police qui disait qu'il s'était passé quelque chose à l'appartement de Loïc et qu'il devait venir au commissariat le plus rapidement possible. Loïc quitte son job immédiatement et il se rend au commissariat en pensant que c'est un de ses colocataires qui a été arrêté pour du trafic de drogue. Mais pas du tout. Il est accueilli par un officier de police qui l'emmène dans une salle plutôt froide où il a patienté 30 minutes seul dans une salle d'interrogatoire avec une caméra. Et là, l'inspecteur qui l'a appelé vient le voir. L'inspecteur dit à Loïc que Adam a poignardé et tué Andrew. Forcément, Loïc était choqué parce qu'en fait, il a fait ce crime odieux 1 heure après que Loïc soit venu. Les coïncidences ayant sauvé la vie de Loïc, Loïc devait normalement partir de son job à 1 heure. Et son patron lui avait demandé de venir travailler 1 heure plus tôt. Son patron lui a littéralement sauvé la vie sans le savoir. Donc Loïc demande un peu plus comment se sont déroulés les faits. Il semblerait qu'en fait, ce soit arrivé vraiment de nulle part. Adam a saisi un couteau et a poignardé Andrew. Sans qu'il y ait le moindre combat, c'est vraiment une attaque surprise. Loïc fait sa déposition, il est ensuite libéré, il a nulle part où aller. Il ne peut plus rentrer là où il vivait parce que forcément l'appartement est devenu une scène de crime. Il a pu être hébergé par un ami et c'est quelques jours plus tard qu'il va obtenir quelques informations sur ce qui s'est passé. Il semblerait qu'Adam a poignardé à de multiples reprises Andrew au point de presque le décapiter. Adam est ensuite sorti de la scène de crime, l'arme à la main, et il a appelé le 911 pour dire à la police ce qu'il avait fait. Il a totalement avoué le crime qu'il a commis. Il a même donné son journal intime où il y avait plusieurs éléments plutôt dérangeants dedans. Il avait apparemment prévu d'assassiner son frère, les deux colocataires de Loïc, mais aussi Loïc lui-même. La raison, il était persuadé que toutes ces personnes étaient possédées par des démons et que les tuer était le seul moyen de les libérer. Personne d'autre que Andrew n'a été assassiné ou agressé par Adam. Il n'y a que Marc qui a assisté au crime et qui a pu s'échapper de justesse. Loïc est persuadé que si son boss ne l'avait pas convoqué pour venir travailler plus tôt, il serait décédé. Ça, c'est une histoire vraiment très folle. Après, déjà, la personne qui a fait les assassinats avait déjà des problèmes mentaux. Après, problèmes mentaux ne veut pas dire qu'il va forcément faire quelque chose de mal. Mais ils étaient au fait qu'il avait ces problèmes mentaux. Ils étaient justement en train de l'aider. Après, est-ce qu'il y a eu des éléments dont la police et Loïc n'ont pas connaissance qui a fait que les choses ont dégénéré? Je ne sais pas.
On n'en sait pas plus sur cette affaire, même si on sait comment ça s'est terminé du coup, mais c'est dingue de se dire qu'on a vécu avec un meurtrier. Dans cette seconde histoire, on va suivre le récit d'Elisa. Elisa était au lycée au moment des faits. Elle nous dit que ce n'était pas une élève très brillante, elle n'aimait pas trop travailler à l'école, du coup elle avait des mauvaises notes. Elle n'était pas du tout un élément perturbateur en classe, elle était juste une fille super flemmarde. Elle faisait juste le minimum à l'école pour avoir la moyenne, pour que ses parents ne l'embêtent pas. Elle avait un prof de maths qui était très présent pour aider les élèves à avoir de meilleures notes. Il les encourageait vraiment sur cet aspect-là pour travailler encore mieux. À une rencontre parents-prof, le prof de maths disait que Elisa avait des capacités, qu'elle avait un potentiel, mais qu'elle ne se mettait pas assez au travail pour justement les exploiter au maximum. La mère d'Elisa qui était présente au rendez-vous disait qu'elle était d'accord avec lui et qu'elle ne lui en voudrait pas si elle poussait vraiment Elisa dans ses retranchements par rapport au cours de maths pour qu'elle travaille encore mieux. Du coup, dans les semaines qui ont suivi, le prof de maths, en fait, à chaque fois qu'il posait une question, il interrogeait toujours en premier Elisa. À chaque fois qu'il y avait un contrôle, il disait Elisa, vas-y, tu peux le faire, vraiment, tu peux le faire, tu vas y arriver. Il était très présent, il l'encourageait, mais vraiment de manière obsessionnelle. D'ailleurs, les autres élèves de la classe ont remarqué que le prof avait quand même une obsession surtout envers Elisa. Juste avant les vacances de Noël, le prof de maths a décidé de faire une petite fête pour fêter les vacances. Il avait apporté des chocolats, de la boisson, de quoi faire un petit goûter sympathique. À un moment donné, il offre un verre à Elisa en lui disant qu'elle le mérite parce qu'elle a vraiment bien travaillé ce semestre. Effectivement, Elisa a augmenté sa moyenne parce qu'il était tellement présent à côté d'elle qu'elle s'est sentie obligée en fait de beaucoup plus travailler. Elisa avait du diabète donc elle a accepté mais elle l'a pas bu entièrement donc voilà. Par contre quelque chose d'étrange c'est que à son cours qui suivait justement cette petite fringale, Elisa ne se sentait pas très bien. Elle a fini la journée dans le bureau de l'infirmière et elle ne se disait pas que c'était forcément à cause de la boisson, elle se disait que c'était parce qu'elle avait peut-être mangé trop de chocolat et du coup elle faisait une mauvaise réaction avec son diabète. Quelques semaines plus tard, en guise de projet de classe, la classe d'Elisa devait organiser une sorte d'événement de charité. Le prof de mathématiques y a participé et aidé les élèves à tenir le bar. À un moment donné, il a donné une boisson à Elisa, mais une des élèves de la classe, Flora, a versé de la vodka dans le verre d'Elisa, ce qui fait qu'elle n'a pas pu le boire étant diabétique. L'événement a plutôt mal tourné parce que Flora avait versé de l'alcool dans plusieurs verres et les garçons avaient été plutôt éméchés. Ils ont commencé à casser des choses, à se battre, donc l'événement a vraiment mal tourné. La soirée s'est terminée sur le fait que Flora s'est évanouie, elle a été transportée à l'hôpital. Elle a ensuite été expulsée pour avoir amené de l'alcool dans l'école. Et Elisa lui en a beaucoup voulu parce que ça avait un peu donné le ton sur ce genre d'événement auprès de la direction qui avait décidé d'annuler tout type d'événements de ce genre. Donc voilà, Elisa était assez en colère, donc elle a décidé de totalement ghoster Flora, donc elle n'a jamais su si elle avait été malade à cause de l'alcool ou s'il y avait éventuellement quelque chose dans la boisson. Encore quelques semaines plus tard, Elisa fait un test de maths et elle le rate totalement. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas raté un test de maths et son prof de maths, celui dont on parle depuis tout à l'heure, était vraiment très fâché après elle d'avoir raté ce test. Il lui criait dessus devant toute la classe, disant à quel point il était déçu par Elisa et qu'elle était sans espoir. Il a vraiment été très violent dans ses mots au point qu'il a dit à Elisa qu'elle finirait par vivre dans un carton sous un pont. Forcément c'est un grand choc pour Elisa et puis du coup elle a pleuré. Le prof de maths se rend compte qu'il a peut-être fauté, il décide de rassurer un petit peu Elisa et lui dit qu'elle n'aura seulement qu'une heure de retenue. Pendant cette heure, elle devrait copier sa leçon. Elisa, elle était un peu surprise parce que une heure de retenue pour juste avoir raté un test, c'est quelque chose normalement dans le milieu scolaire qui ne se fait pas. Mais elle sentait quelque chose d'assez différent vis-à-vis du prof de maths, il avait une sorte de regard noir dans ses yeux quand il la regardait. Elisa se dit que bon, une heure de colle pour ça, c'est exagéré, mais de toute manière, elle doit attendre une heure après la fin de ses cours pour aller prendre son bus et rentrer chez elle, donc elle, ça va pas l'impacter dans son emploi du temps, et ses parents ne se rendraient pas compte. Le prof dit que c'est lui qui allait gérer personnellement cette heure de retenue, et peu après, pendant la pause, en parlant avec ses amis, bien que ce n'était pas, comme je l'ai dit, une élément perturbatrice, elle se sent un peu portée par la voix collective qui lui disent mais non mais n'y va pas à cette heure de retenue, franchement c'est pas mérité donc sèche-la. Au début elle pense le faire mais finalement elle se rétracte et elle décide d'aller à cette heure de retenue. Elle se présente donc à l'horaire où elle a été convoquée devant la salle. C'était en hiver, donc le ciel s'était assombri, il faisait nuit déjà, il faisait plutôt sombre, et Elisa était quand même assez en colère d'avoir été mise en retenue juste pour une mauvaise note. Elle remarque qu'elle est la seule à avoir été en retenue et qu'elle se retrouvera donc seule avec ce professeur de mathématiques. Elle se dit que être seule avec ce prof quand même obsessionnel envers elle, ce serait peut-être pas une très bonne idée. Elle commence à voir le prof de maths arriver et elle se dit non, c'est pas possible, je n'irai pas à cette heure de retenue. Elle part en courant en disant au prof qu'elle a un problème familial et qu'elle le contactera à l'école pour replanifier son heure de retenue. Le prof de maths réagit à ça de manière vraiment étrange, il n'y a pas d'autre mot. Il lui crie dessus en lui disant qu'elle doit lui obéir absolument et qu'elle devait absolument aller en retenue sinon il appellerait ses parents. À ce moment-là,
Elisa, elle s'en tape et elle fonce, elle prend son bus et elle rentre chez elle. En rentrant chez elle, ses parents étaient là, elle pensait qu'elle allait se faire sermonner parce que le prof aurait appelé ses parents, mais non, ils l'ont accueillie vraiment normalement et le prof ne les a pas appelés du tout. Le prof de maths n'est pas revenu en cours le lendemain, ni les semaines d'après. Elisa a appris qu'il avait quitté son poste. Forcément au début, toute la classe d'Elisa est curieuse vis-à-vis de cette disparition du prof de maths, mais au fur et à mesure ça se tasse et les gens n'entendent plus jamais parler de cette personne. Un moment plus tard, un moment où Elisa est rentrée dans la vie active, ironiquement elle est devenue professeure. Un moment elle parle avec un collègue, elle parle du prof de maths et mentionne son nom. Elle a raconté un peu ce qui lui était arrivé et c'est là qu'elle va enfin savoir ce qui s'est passé. Effectivement, son collègue qui était plus vieux qu'elle est devenu pâle parce que ce professeur-là avait eu une certaine réputation. En fait, quelques heures après la fameuse retenue qu'Elisa devait faire, le prof de maths a été arrêté par la police. Pour une raison plutôt terrifiante quand tu te remémores un peu les scènes, en fait, il a téléchargé du contenu pédopornographique sur le dark web. En plus de ça, il avait plusieurs éléments pornographiques mettant en scène des enfants et des adolescents. Elisa se dit que c'était peut-être une heure de colle tout à fait classique et qu'il ne se serait rien passé, mais elle se dit qu'elle a peut-être eu une bonne idée quand même d'être partie et de ne jamais avoir fait cette chose-là. Cette affaire est vraiment très folle. On peut se poser quand même plusieurs questions. Est-ce que le prof de maths essayait de droguer Elisa pour abuser d'elle? C'est possible, sachant qu'elle se sentait mal et qu'ensuite Flora qui a bu sa boisson s'est aussi senti mal. C'est possible qu'il ait à chaque fois drogué la boisson. Quoi qu'il en soit, ce prof de maths est derrière les barreaux. Ce que je trouve vraiment le plus fou, c'est quand même l'école, c'est censé être un cadre où les jeunes sont en sécurité. Et quand tu vois qu'il y a des prédateurs comme ça qui sont dans ces enceintes sécurisées, c'est fou, je sais pas quoi dire, c'est juste dingue. Vous savez quoi, on prend le bus, on rentre à la maison. Bon les amis, comme quoi parfois le danger se cache derrière ce dont on s'attend le moins. Sans vouloir la jouer parano, on peut se dire que chaque personne qu'on croise peut être éventuellement quelqu'un de dangereux. C'est vraiment des choses qui peuvent faire psychoter quelqu'un, être suspicieux de tout le monde. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié ces histoires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!